Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Guillaume Balas. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien député européen, membre fondateur de Génération. Alors Génération qui a atteint 3,27% lors du scrutin de dimanche dernier. En franchissant le seuil justement des 3%, vous sauvez un peu les meubles, vous serez remboursé des frais de campagne. Mais est-ce que votre mouvement peut se relever de cette échéance ? Tout d'abord, je crois que la première chose à faire, c'est aborder avec humilité la période. On ne peut pas donner des leçons à qui que ce soit, y compris d'ailleurs à nous-mêmes, sans prendre un petit peu le temps de se poser et de regarder l'ensemble d'ailleurs de la séquence au niveau européen et au niveau français, puis notre propre résultat. Est-ce qu'on peut se relever? On a les moyens financiers aujourd'hui et c'est très important de faire quelque chose. L'important, c'est quoi? Et donc, la question, c'est pas de se relever pour se relever. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui de vouloir survivre pour survivre. C'est est-ce que nous pouvons être utiles? Nous croyons que oui. Nos militants nous appellent beaucoup sur le sujet. Et on voit bien qu'avec la tripolisation aujourd'hui de la vie politique, il y a quand même un énorme risque en 2022 qu'on se retrouve dans un affrontement RN contre la République En Marche. Si jamais c'est le cas pour la deuxième fois, on peut considérer que là, il y a un risque de disparition à l'italienne de ce que peut être la gauche. Et nous, modestement, avec humilité et les moyens que nous avons, nous pensons que nous pouvons jouer un rôle. Parce que, en effet, 3% c'est peu. En même temps, pour un nouveau mouvement, c'est pas totalement rien non plus. On nous avait annoncé mort et enterré, d'autres devant nous qui n'y sont pas. Donc ça veut dire qu'on peut jouer un rôle, mais encore une fois, il faut le faire avec humilité. Avec le recul, après l'échec de la présidentielle, les échecs aux législatives, vous ne vous dites pas finalement on a eu tort d'y aller tout seul? Moi, je crois que si nous avions pu faire et opérer un rassemblement préalable pour ces élections européennes, dont le mode de scrutin, on le sait, n'y incite pas beaucoup, ça aurait été mieux. Je pense que de ce point de vue-là, Yannick Jadot a fait un choix dès le début de la séquence qui n'était pas celui-là. On peut dire d'une certaine manière que ça lui a réussi. J'en suis pas si sûr à long terme. En tout cas, il va falloir qu'il en fasse quelque chose à long terme en termes de rassemblement. On aurait voulu, nous, qu'il y ait quelque chose qui dépasse les appareils par notamment une dynamique citoyenne. C'est ce qu'on avait proposé avec la votation citoyenne notamment. Après, c'était difficile. À partir du moment où ces deux options-là n'étaient pas sur la table, il était difficile de faire des micro-regroupements qui arrivaient un petit peu tard. La question avec le Parti communiste français s'est posée. Mais en fait, elle arrivait très tard dans la séquence, et y compris d'ailleurs pour pouvoir se mettre d'accord sur le fond, parce que nous ne sommes pas éloignés sur un certain nombre de sujets sociaux. Il y a un progrès, notamment des communistes, sur la question écologique qui est important, même si nous avons encore un peu d'espace entre nous. Mais sur les questions européennes, par exemple, il est certain que nous n'avions pas tout à fait le même discours, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des convergences, mais ça aurait demandé un peu de travail pour quand même faire quelque chose qui ne soit pas artificiel. Vous disiez tout à l'heure que la gauche pouvait disparaître, un peu un scénario à l'italienne. Quand on observe quand même le score de la gauche, si on additionne un peu l'ensemble des listes, ça fait 36%. Est-ce que ça a un sens d'additionner l'ensemble de ces listes? Et surtout, qu'est-ce que ça dit justement de l'état de la gauche aujourd'hui? Alors d'abord, est-ce que ça a un sens? C'est le plus important. Je crois que nous allons avoir de grands débats là maintenant sur qu'est-ce que ça veut dire la gauche. Est-ce que d'abord ça veut dire encore quelque chose? Ce que je pense moi, et là je parle en mon nom propre parce qu'il faut encore que j'en débatte avec les gens de Génération, on commence à avoir ce débat, c'est qu'il y a deux angoisses fondamentales qu'on parlait dans ces élections au niveau européen et au niveau national. C'est d'abord l'angoisse identitaire. À l'extrême droite, elle est extrêmement forte. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui matrice en grande partie l'opinion. Il y a un sujet réel, fantasmé, dans la plupart des cas, mais qui est lié, disons-le, à la relativisation du poids de l'Occident aujourd'hui, et donc à une traduction de ça extrêmement violente dans les consciences. Puis la deuxième, c'est l'angoisse écologique. Il y a, je crois, une différence fondamentale entre le vote de 2009, qui était un vote, j'allais dire, Cohn-Bendit, européen, un peu on se fait plaisir, et là, ce vote aujourd'hui, notamment pour la liste EELV, les autres listes qui se réclamaient de l'écologie aussi, si on ajoute ça, je mets d'ailleurs la note là-dedans, ça fait un bloc encore plus important, et cette angoisse-là, il faut la traduire à gauche. C'est ça
qui est important. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes en capacité de dire aujourd'hui que, nous répondons à l'angoisse écologique par un projet qui est un projet de justice sociale et de répartition des richesses. Ça va être ça, à mon avis, le grand enjeu de l'interprétation de la montée de l'angoisse écologique aujourd'hui dans la société. Ils ont raison, du coup, à la fois Europe Écologie Les Verts, de dire la droite, la gauche, peu importe, nous sommes écologistes, ou même les Insoumis, la droite, la gauche, peu importe, c'est le peuple avant tout. Il faut penser différemment, il faut abandonner la gauche. Écoutez, moi, sur les sujets de sémantique, je suis toujours prudent parce qu'il y a toujours une histoire. Donc ça peut qualitativement, j'allais dire, pousser plutôt à garder le mot gauche, mais si ça devient simplement un totem indéfini, il est certain que ça n'a plus aucune utilité sociale et politique. Si en revanche on arrive à en faire, je veux dire, un élément qui est un élément de mobilisation autour de mots, ce qui sous-titre aujourd'hui le terme de gauche de manière extrêmement claire, je pense à démocratie, justice sociale, écologie, alors là ça définit quelque chose. Pourquoi je dis ça? C'est très important, parce que ces trois mots peuvent être séparés. On peut aujourd'hui avoir des projets politiques qui soient uniquement écologistes sans être démocratiques et sociales. On peut avoir un projet social sans qu'il soit démocratique ou écologique, etc., etc., etc. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, si on veut donner au terme de gauche une utilité politique, il faut le redéfinir de manière sec. J'allais dire, je pense même que ça va être le grand débat de la période là. Parce que vous parliez des 30% là, tout à l'heure. On peut ne rien en faire. Et en effet, ils peuvent se séparer aujourd'hui dans des stratégies qui sont bien différentes. La question donc, c'est est-ce que nous sommes en capacité de poser aujourd'hui le vrai débat? Il y a, je le disais, l'angoisse identitaire qui s'exprime, il y a cette angoisse écologique qui s'exprime, et ce qui est très très étrange, c'est de voir que l'impératif de justice sociale qui est très profond dans le pays, il est éparpillé. Ça va un bout à l'extrême droite, ça va un bout sur la gauche, ça va un bout partout. Et comment aujourd'hui on arrive à le reconcentrer sur les gauches et les écologies pour pouvoir faire un projet commun? Je crois que c'est ça qui est important. Alors, entre ceux qui assument justement la stratégie et qui veulent l'installer, d'ailleurs ils l'ont confirmé, hein, les Insoumis veulent installer cette stratégie populiste, et ceux qui veulent refaire l'union de la gauche, il y a une autre alternative possible? Je crois d'abord que ça serait bien qu'avant que chacun parte dans des stratégies souvent nominalistes, qu'on réfléchisse d'abord un petit peu. Moi, je suis sensible, par exemple, à quelques arguments des Insoumis quand ils disent oui, mais comment on mobilise aujourd'hui les abstentionnistes? Et est-ce que les termes que nous utilisons, est-ce que les symboles que nous utilisons, est-ce que tout cela a encore un sens? D'un autre côté, et moi je ne veux pas, je dis que je voulais aborder la période avec humilité, donc j'ai de leçons à donner avec personne, mais le débat à la France Insoumise est intéressant de ce point de vue. On voit bien le problème, c'est que les stratégies populistes de gauche, je parle, peuvent en effet faire un socle électoral assez important. Le problème, c'est que comme ils brident par nature un rassemblement plus large au deuxième tour, ils interdisent le passage à la majorité. Et je pense que c'est toute la contradiction, j'allais dire, aujourd'hui du populisme de gauche. Donc je ne crois pas qu'il faille se jeter des casseroles à la tête aujourd'hui, très franchement. Je pense qu'il faut se parler un petit peu en profondeur, parce que je ne crois pas qu'il y ait une seule option où la gauche puisse être au deuxième tour de l'élection présidentielle, si ça ne va pas de Mélenchon jusqu'à Europe Écologie Les Verts. Je ne vois pas. Il y aura les pourcentages qui manqueront face à Macron et à Le Pen. Donc j'allais dire stratégiquement, quelque part, on n'a pas le choix. Vous avez beaucoup parlé d'humilité. Vous diriez que la France Insoumise a manqué d'humilité, qu'aujourd'hui, Europe Écologie pourrait manquer d'humilité? Non, encore une fois, je ne vais pas, moi, dire qu'il faut faire preuve d'humilité. Il y a toujours cette tentation hégémonique. Dès qu'un parti de gauche arrive en tête, il y a toujours cette tentation hégémonique. Je pense qu'il va y avoir un débat qui va être un débat important à Europe Écologie Les Verts, justement, sur quoi faire de ce score, comment on l'analyse. Et toujours la même chose, dans l'histoire des gauches, justement, il y a toujours la tentation, à un moment, de dire il faut valoriser maintenant ce score, être utile à la société et donc rentrer dans ce qui est le pouvoir, entre guillemets, quel qu'il soit. Ça existait dans l'histoire socialiste, ce que je suis en train de dire. Et je crois que ça, c'est une tentation, qu'elle soit à court terme ou à moyen terme, qui évidemment condamnerait l'ensemble du camp de la transformation sociale et écologique. Donc, il faut proposer
quelque chose aujourd'hui, un cadre, une dynamique qui permettent de reconnaître ce score d'Europe Écologie Les Verts, leur demander à eux ce qu'ils veulent. Hein. Nous avions attendu à Génération, après l'élection présidentielle, que ceux qui étaient dominants dans cette élection, c'est-à-dire la France Insoumise, fassent une proposition politique. Elle n'est pas venue. Là, Europe Écologie Les Verts ont aujourd'hui une responsabilité sur le sujet, c'est évident. Jean-Luc Mélenchon avait fait la proposition de la Fédération populaire avant les élections européennes, c'est toujours d'actualité? En tout cas, c'est une proposition qui a le mérite d'exister. On n'en connaît pas bien encore le contenu. C'était une proposition, je pense, qui avait aussi une vocation politique pendant l'élection. Mais au moins, voilà, j'ai bien compris que ce qu'il voulait dire, c'était pas uniquement les mouvements politiques. Je pense que nous sommes tous d'accord avec cela aujourd'hui. Il faut reconstruire aujourd'hui l'alliance, j'allais dire, entre le mouvement réel de la société à travers les ONG, les syndicats, les mouvements sociaux, tout ce qui existe et qui est en ébullition, et le politique. On voit bien qu'on en est loin. Donc oui, c'est une proposition à laquelle nous avions répondu favorablement. De toute façon, toutes les initiatives qui seront prises aujourd'hui pour qu'il y ait un processus unitaire, nous serons pour, pas par, simplement moral. C'est parce que vraiment nous pensons que si jamais au deuxième tour, encore une fois en 2022, c'est RN contre Macron, alors là, pour les gens, pour la société, il y a un risque très profond que la valeur d'égalité disparaisse définitivement. Enfin, je veux dire, c'est quand même un vrai sujet. Mais donc ça veut dire qu'en l'état actuel de vos réflexions dans le cadre de votre mouvement Génération, il n'est pas question pour le moment d'intégrer la France Insoumise d'un côté ou peut-être d'intégrer Europe Écologie Les Verts de l'autre, c'est d'exister en tant que formation indépendante. Ça, ce sont des questions, j'allais dire, tactiques, entre guillemets. Mais il y a une option stratégique, bien sûr. Il y a une option stratégique qui est déjà, j'allais dire, assez définie, hein, sur le rassemblement de la gauche et des écologistes. Après, qu'est-ce que nous faisons, comment nous opérons ça? Nous, on n'en a pas encore réfléchi. Très sincèrement, on a un beau réseau militant, on a fait des bons scores des bons scores. On était autour de 5% dans pas mal de villes aujourd'hui et de grandes villes. Je pense que nous avons un poids petit mais réel et que ça, oui, nous voulons qu'il soit utile. Donc je ne crois pas qu'il soit à l'ordre aujourd'hui de se dire que l'on veut disparaître. Après, s'il y a des processus qui sont des processus plus larges, qui sont des processus, j'allais dire, de composition de mouvements politiques qui dépassent leurs frontières, nous, on est toujours disponible pour discuter cela. Dans 10 mois, c'est les élections municipales, on est déjà dans une autre échéance. Vous n'imaginez pas un seul instant partir sans les autres alliés possibles, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, ensemble dans les municipalités, ou est-ce qu'au contraire, ça sera du chacun pour soi comme aux européennes? Le problème des élections municipales, c'est que d'abord, aujourd'hui, nous sommes aucun appareil politique, quel qu'il soit, n'a l'autorité suffisante au niveau local pour ordonner un périmètre strict d'alliance. C'est parfois mieux. Ça colle plus au terrain d'ailleurs, hein, que ce soit les gens eux-mêmes, et c'est plus démocratique qu'ils choisissent. Par contre, il y a des bornes. Et les bornes, c'est qu'évidemment, aucune alliance avec la République En Marche ne peut exister de notre point de vue. Et nous ne pourrons pas aller avec des mouvements qui, par ailleurs, s'allieront avec la République En Marche. Ça veut dire que pas forcément d'accord avec le Parti Socialiste, en l'occurrence? J'ai entendu Olivier Faure. Olivier Faure a dit qu'il était hostile à une alliance avec la République En Marche. Et de ce point de vue, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. J'ai une dernière question, Guillaume Balas. Je voudrais que vous ayez un mot quand même sur la politique d'Emmanuel Macron. Il sort quand même conforté, hein, c'est un peu le paradoxe d'ailleurs de cette séquence où il y a un grand mouvement social, mais il sort conforté de cette élection. Il a d'ailleurs même annoncé qu'il voulait aller plus vite et plus fort sur les réformes. Finalement, on se pose la question quand même, quand on voit l'état de la gauche, qui va défendre les gilets jaunes, qui va défendre les travailleurs précaires, les femmes, les jeunes, les migrants, les quartiers populaires? C'est une vraie question, parce qu'en effet, il y a le risque, si nous continuons ainsi, qu'il n'y ait plus personne pour les défendre aujourd'hui politiquement, ou en tout cas que cette parole soit très peu entendue. C'est d'ailleurs un peu le paradoxe qu'il y avait pendant les élections européennes, c'est que quand on regardait la parole qui était portée par les différents mouvements de gauche et écologistes par rapport à la politique d'Emmanuel Macron, qui continuait ses agressions pendant la période, nous disions tous la même chose. Je prends l'exemple, par exemple, ADP ou d'autres choses, hein, à l'aéroport de Paris, on voit bien qu'il y a des capacités aujourd'hui de travail en commun. Donc, c'est ça la question. Peut-être que d'ailleurs, un des points d'entrée de ce rassemblement potentiel, c'est qu'au moins sur la question de la défense des intérêts concrets aujourd'hui de ce qu'on pense être la majorité du peuple français, nous puissions nous mettre d'accord pour agir ensemble. Ça serait, on sait, hein, dans l'histoire,
fois, le Front populaire a été précédé, notamment du Rassemblement populaire, qui était d'abord un grand élan de défense des valeurs essentielles républicaines. Peut-être que agir ensemble et travailler collectivement, de manière concrète sur des objets concrets, aidera justement au dépassement des frontières d'aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume Balas.